Voilà. Oui. Excusez-moi, il faut que je m'entende aussi, sinon ça ne fonctionne pas. Bonjour, Vincent Boulanger, chargé des conférences Energaia, et je vais animer les conférences de cette matinée dans cette salle. On va beaucoup parler d'accélération des énergies renouvelables parce qu'il est devenu évident depuis quelques années aux yeux des gestionnaires de réseau, mais enfin aussi aux yeux du gouvernement, qu'il fallait accélérer les énergies renouvelables. Sinon, on n'aurait pas de quoi boucler énergétiquement, c'est-à-dire d'avoir assez d'énergie, d'électricité, pour passer le cap des 2030. Il n'y aura pas de nouveaux réacteurs nucléaires construits dans les 15 ans à venir. Et donc, et le parc est vieillissant. Et les demandes d'électricité augmentent avec les besoins de chaleur et de mobilité électrique. Et donc, on a besoin d'accélérer sur les énergies électriques, évidemment. Et on a aussi besoin d'accélérer sur les autres énergies renouvelables pour la chaleur et les transports. Parce que, comme ça ne vous a pas échappé, on a un problème de réchauffement climatique. Et qu'il faut absolument sortir des énergies fossiles, quoi qu'en disent les pays producteurs de pétrole. Et ça, le plus vite possible. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est d'accélérer toutes les énergies renouvelables. Et c'est de ce dont nous allons parler ce matin. Il va beaucoup être question des zones d'accélération et de la loi qui a été adoptée en mars, la loi d'accélération des énergies renouvelables. On va refaire le point sur tout ça pour se remettre à jour et puis voir un peu sur le terrain comment ça se déroule. Et pour cela, nous avons 5 experts intervenants. Je vais commencer par Jean-Claude Ponce, qui est à l'opposé de moi. Jean-Claude Ponce, pardon, qui est maire de Lux-sur-Aude et vice-président de l'Association des maires ruraux de France de l'Aude, puisque c'est une fédération en quelque sorte. Julie Ferry, qui est l'unique femme sur la table ronde, mais c'est souvent le cas sur Energaia malheureusement, qui est la responsable adjointe du pôle énergie de l'association Amorce. À sa droite se trouve François Versini-Campigny, avocat associé du cabinet LPA-CGR. À sa gauche se trouve Xavier Daval, qui est vice-président du syndicat des énergies renouvelables. Et enfin, Daniel Oustrin, qui est chargé de concertation territoriale pour Total Énergie. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Et je vais commencer par vous, François Versini, puisque nous avons depuis mars une loi d'accélération des énergies renouvelables, mais qui n'est pas encore complètement effective, entrée en vigueur, parce qu'il restait beaucoup de textes d'application pour qu'elle prenne vraiment force de loi. Sur les différents aspects, merci Vincent. Un peu plus près le micro. Merci Vincent, bonjour à tous. La loi d'accélération du 10 mars est effectivement en cours de décret d'application. Alors sur le sujet qui nous intéresse, les choses sont déjà lancées puisque les zones d'accélération n'attendaient pas de texte d'application particulier, ni décret, ni arrêté ministériel. En revanche, sur l'ensemble des autres volets, et notamment la partie, un des décrets principaux, la partie agrivoltaïsme, la partie solaire, qui est probablement la principale source d'énergie concernée par cette loi. On va pas mal parler d'éolien sur les zones d'accélération, mais l'éolien est relativement peu concerné. Il l'est évidemment par certains textes. Les textes sont en cours. Le Conseil supérieur de l'énergie va se réunir le 19 décembre. On pourrait avoir une adoption, alors modulo, et ça, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de certitude. Est-ce qu'il va y avoir une consultation publique ou pas qui rajouterait quelques semaines avant la publication, notamment sur le décret Agri-PV? C'est ce que m'a dit hier Richard Loyen, le délégué général d'Enerplan. Il me disait que c'était en réflexion, effectivement. Et donc, on pourrait se reprendre en gros 6 mois dans la vue. Alors, pas forcément 6 mois, mais ce serait plutôt janvier. Ce serait plutôt janvier que décembre. On n'aura pas de sortie au 30 décembre. Mais d'autres textes sont en cours. La raison impérative d'intérêt public majeur, la présomption de raison impérative qui va notamment concerner l'éolien, pas que, évidemment. Les comités de projet, les textes sur notamment la solarisation des parkings et des immeubles, les obligations, les dérogations, surtout les dérogations, l'ensemble des dérogations qui sont appliquées. L'ensemble de ces textes est encore en cours. Donc effectivement, la loi pose un cadre qui pour l'instant dont l'application n'est pas encore lancée. Mais en revanche, sur les zones d'accélération, c'est lancé. Merci beaucoup. Sur les zones d'accélération, on va revenir vers vous tout de suite, Julie Ferry. Qu'est-ce qu'une zone d'accélération et qu'est-ce que ça concerne? Est-ce que toutes les énergies renouvelables, notamment, sont concernées par ces zones? En principe, ça fonctionne directement.
Alors déjà bonjour à tous. Donc effectivement, alors ces zones d'accélération, finalement, ce sont des zones qui ont vocation à accueillir des installations d'énergie renouvelable. Là, c'est la description qui est faite dans la loi et leurs ouvrages connexes, bien évidemment. Donc ce sont des zones, alors la particularité, qui doivent être identifiées à l'échelle communale. Donc finalement, la planification est remise à cette échelle-là. Donc, et ce sont aussi également des zones qui doivent répondre aux objectifs régionalisés de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je vous coupe. On peut avoir la présentation de Julie Ferry, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr, oui. C'est vrai qu'il y a quelques slides qui illustrent. Merci. Alors. Donc du coup, ça va être fait un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. On est en live. Voilà, donc là, ça récapitule un petit peu ce que je dis, effectivement. Donc, finalement, ce que dit le ministère, c'est que ce sont des zones qui doivent témoigner de la volonté politique des communes d'installer finalement des énergies renouvelables sur un lieu plutôt qu'un autre. Et comme l'a précédemment dit aussi François Versini, ce sont des zones qui concernent toutes les énergies renouvelables, toutes les filières. Donc ça, c'est important, pas seulement les énergies renouvelables électriques, mais aussi le biogaz avec la méthanisation et bien évidemment la chaleur renouvelable avec tout ce qui est géothermie, solaire thermique, biomasse. Et nous, à Amorce aussi, on met bien en avant la récupération de chaleur fatale. Donc ça, c'est un point que l'association Amorce vraiment met en exergue parce on l'oublie trop souvent. Merci beaucoup. Donc toutes les communes ne sont pas obligées d'en créer. Il n'y a pas une obligation de créer des zones d'accélération? Alors, ce n'est pas une obligation réglementaire. La loi n'oblige pas à créer des zones. C'est vraiment une forte incitation, en revanche. Et encore une fois, ce n'est pas de zones qui attestent d'une faisabilité avérée, mais ce sont des zones où il y aurait une opportunité. Donc ça, c'est important à le rappeler. Et nous, c'est vrai qu'on le rappelle souvent à nos adhérents qui sont toujours inquiets. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que dit la loi. Bon, on verra ensuite comment font les communes pour savoir si elles ont le potentiel ou pas sur ces fameuses zones. Quel est le calendrier de leur adoption? Est-ce que c'était assez tendu, c'est ambitieux en tout cas quand ça a été voté au mois de mars? Vous pouvez nous rappeler un peu ce que le gouvernement avait prévu? Alors, c'était effectivement très très ambitieux. Donc à la promulgation de la loi qui effectivement a eu lieu le 10 mars 2023, finalement l'État, les gestionnaires de réseau avaient 2 mois pour mettre à disposition déjà les données. Donc on voit déjà un petit retard puisque finalement le fameux portail cartographique du CEREMA et de l'IGN en version bêta n'est sorti que quelques mois après. Et ensuite les communes avaient 6 mois pour identifier les zones d'accélération à partir de la mise à disposition des données. Donc là, très clairement, ces 6 mois doivent aussi comprendre une phase de concertation et une délibération. Donc nous, en tant qu'association représentant les collectivités, on a forcément dès le départ mis en avant le fait que c'était effectivement pas du tout pragmatique et un peu irréaliste. Donc là, ce qui se passe, c'est que finalement, avec la version du portail cartographique en version bêta qui a été mise à disposition en juillet de mémoire, donc le nouveau délai qui avait été annoncé, c'était le 31 décembre 2023, mais présenté dès le départ par la DGEC comme finalement une date objective et non une date butoir. Donc, encore une fois, un peu de flou là-dessus. Bon, vous avez pris des marges de sécurité du coup. François Versini-Campinchi, quel avantage présentera le fait d'avoir un projet dans une zone d'accélération? Alors je vous pose la question, mais bien sûr vous pouvez répondre à chacune de mes questions ou réagir à la table ronde si vous avez un complément d'information à apporter. Alors, la zone d'accélération, c'est peut-être le premier exemple de tentative de planification positive française. Alors il faut voir un peu tout petit rappel. À mon sens, la zone d'accélération va surtout être éolienne. C'est évidemment les énergies renouvelables terrestres, soyons clairs, mais la zone d'accélération, ce n'est que la reprise de la ZDE supprimée en 2013 et qui, depuis 2013... Rappelez ce que c'est qu'une ZDE, s'il vous plaît. C'était les zones de développement éolien créées en 2005, appliquées à partir de 2007 et qui conditionnaient l'application de l'obligation d'achat. Elles ont été supprimées en 2013 pour une seule raison,
le contentieux massif qui avait conduit à leurs annulations massives et les interrogations que ça posait sur l'impact sur les contrats d'achat en cours de l'annulation des ZDE. Les contentieux, c'était L'opposant. Oui, mais les zones qui étaient attaquées, c'est ça? Les arrêtés préfectoraux de création des ZDE étaient contestés. Et on retrouvera évidemment exactement la même chose sur les zones d'accélération, à n'en pas douter, en tout cas sur les zones qui seront définies pour l'éolien, c'est à peu près une certitude. Depuis 2013 et la fameuse loi Brottes, loi Brottes d'avril 2013 qui a supprimé la ZDE, un certain camp politique ramène à intervalles réguliers, tous les ans, tous les 2 ans, des amendements dans les lois énergétiques de recréation de la ZDE. Donc là, ils l'ont fait indirectement avec la zone d'accélération, qui est la ZDE, il faut le rappeler, c'était les communes et intercommunalités, les EPCI, qui proposaient des zones créées par les préfets. Ça ressemble, alors c'est plus développé au niveau de la zone d'accélération, avec ça part de la commune, concertation intercommunale, remontée préfectorale, le process est un peu plus long, mais on retrouve à peu près cette planification ascendante du terrain. Donc ça va surtout être éolien, et donc pour répondre précisément à votre question, quels sont les avantages? Alors la loi se veut positive. On accélérerait dans ces zones, ce qui n'interdirait pas de faire dans d'autres zones. L'avantage serait, alors d'abord, au niveau des délais d'instruction, avec un raccourcissement au niveau de l'enquête publique et de la phase d'instruction préalable. On gagne 1 mois sur la phase d'instruction préalable, on passe de 4 mois à 3 mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les phases d'instruction préalable avant enquête publique sur les projets soumis à enquête publique, ça peut être 2 ans. Concrètement, ce n'est pas un délai contraignant, de toute façon. Donc, gagner 1 mois théorique sur le délai du Code de l'environnement, à mon sens, ne va pas changer grand-chose. Sur l'enquête publique, on gagne 15 jours sur des instructions qui peuvent durer 2 ou 3 ans. Sur les grands projets, les grands parcs solaires, et surtout les parcs éoliens, évidemment. L'avantage n'est pas énorme. Après, il y a la modulation tarifaire dans les AO creux que la loi permet et qui éventuellement viendra donner un avantage tarifaire aux projets dans les zones d'accélération. AO creux? Pardon, les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie déterminent les contrats aujourd'hui les mécanismes de contrats de complément de rémunération en solaire et en éolien principalement pour les grands parcs industriels. Donc ça se veut positif. Bon, les avantages sont le principal de la zone. Vous êtes trop prudent. Le principal de la zone d'accélération, c'est d'abord faire la remontée de terrain et surtout un facteur d'acceptabilité. C'est surtout perçu comme ça et on retrouve toujours le même sujet, mais ça va faire partie du débat. Que oui. L'État délègue aux collectivités, l'État qui a un objectif national énergétique et qui porte la politique énergétique du pays évidemment, et qui veut impérativement que les collectivités s'en saisissent. Dans une logique d'acceptabilité, puisqu'on parle d'industries qui sont, notamment pour l'éolien, fortement contestées. C'est ça, je faisais une mauvaise blague, mais effectivement, l'idée de départ de tout ça, c'est de mieux faire accepter les projets énergie renouvelable. Donc, a priori, dans ces zones, on présuppose que les projets qui y seront placés seront mieux acceptés parce qu'il y aura une concertation préalable. Alors, mieux accepté par qui? Parce qu'il y a 2 questions. Il va falloir que le projet soit autorisé par la préfecture, c'est ce qui est déjà une première question, et aujourd'hui, il y a tellement de refus. Si on revient sur l'éolien, il y a beaucoup plus de refus que d'autorisations. Les autorisations éoliennes aujourd'hui vont être récupérées dans les juridictions, plus que directement dans les préfectures. Après, au niveau de l'acceptabilité locale des habitants, il suffit d'une personne pour qu'il y ait un recours. Donc, il faut que ce soit quasiment unanime. Certains départements, on est à 100% de contentieux. Éolien, vous ne sortez pas un parc sans contentieux. Je ne suis pas certain que la zone d'accélération ait réellement une incidence. De la même manière que n'a pas forcément une incidence sur ce point-là précisément, le développement du financement participatif et la participation des collectivités publiques qui était aussi une manière d'améliorer l'acceptabilité locale. Alors, Xavier Daval, je vous vois secouer la tête depuis tout à l'heure. Est-ce que vous auriez un commentaire à faire sur les avantages ou sur ces zones de façon plus générale? Alors, le véritable bénéfice de ces taux d'accélération, il n'y en a qu'un d'ailleurs, hein, c'est son nom. C'est tout. Mais au moins, on est en train d'infuser dans l'imaginaire collectif l'idée que la France va accélérer, puisqu'on l'a dit. Donc ça, Deo gratias, je prends. Tout le reste de la loi, je suis moins fan. C'est ça, les énergies renouvelables étaient vues comme quelque chose de marginal, mais je le rappelais, elles sont nécessaires pour passer le cap énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça peut-être que cette loi apporte, c'est-à-dire qu'elle met sur la place publique le fait qu'on en a besoin, il faut arrêter de s'opposer à tout. Non. Je suis désolé, je dis non et je dis non à 2 choses. Ce qu'il y a de frustrant quand, comme moi, vous vivez cette industrie au quotidien depuis une quinzaine d'années, un peu plus,
vous avez l'intime conviction qu'on en a besoin, quoi, c'est fait. Tous les pays sont d'accord. Et en France, on est en train d'être obligé d'écrire une doctrine pour expliquer que ça pourrait peut-être être intéressant et qu'on va donc mettre en place des choses très compliquées pour le canaliser et l'organiser parce que c'est très important. Et pendant ce temps-là, on ne fait rien. Je veux juste rappeler une chose très très simple. L'année dernière, 2022, la France était le seul pays d'Europe et l'un des rares pays au monde à avoir installé pour le solaire moins de solaire que l'année précédente. Année 2022 qui était l'année de la pire crise énergétique. Donc c'est cool. Quand ça va très très mal, quand la maison est en feu, on en fait juste un peu moins. Et tout va bien. On est chez les fous. Au moment où on se parle, cette année 2023 qui est extraordinaire, ça sera la meilleure année que la France ait jamais connue pour le solaire. Extraordinaire, Deo Gracias, encore une fois. Nos amis italiens viennent de raccorder, il y a déjà plus de 4 gigawatts de raccordés en Italie. Ils finiront à 4-5. Je veux dire, on est à la ramasse et on continue à rajouter des couches à l'oignon. C'est très sympa. À l'oignon administratif. L'oignon administratif. Ça me rappelle cette blague du bûcheron. Vous savez le truc, vous avez au Canada, vous avez un bûcheron et il va couper du bois, il passe devant un Indien, il lui dit l'hiver va être froid. L'Indien il dit hiver froid. Et il repart chercher du bois, il revient, il dit à l'Indien l'hiver va être très froid. Hiver très froid. Il refait un retour, il ramène du bois. Et après, il va voir l'Indien, il dit, mais comment vous savez si l'hiver va être froid? Il dit, quand homme blanc ramasse du bois, l'hiver va être froid. Et bien, c'est pareil. On fait des règles et des règles et des règles pour dire qu'on va faire des règles pour faire des règles. Allô, quoi? Et si on faisait juste du renouvelable? Merci. J'ai encore une question pour vous, François Versini-Campinchy, avant de passer avoir l'opinion sur ces zones de la part de ceux qui sont sur le terrain directement et Jean-Claude Ponce pour le citer nommément. Est-ce qu'on pourra continuer à construire des projets en dehors des zones d'accélération? Alors, juridiquement, la zone d'accélération n'est pas une zone exclusive. Même si pour le solaire on peut s'interroger, le solaire au sol hors agrivoltaïsme qui va prendre un document de référence qui lui sera exclusif avec des terrains identifiés qui deviendront des zones d'accélération, mais disons que c'est une autre manière d'avoir une zone d'accélération, c'est pas la zone d'accélération ascendante cette fois puisque c'est chambre d'agriculture, donc là il y a une particularité. Mais si on reprend l'exemple de l'éolien, puisque encore une fois, à mon avis, l'éolien va constituer l'essentiel du volume de zone d'accélération, juridiquement non. Mais exactement comme les zones favorables au développement éolien des SRE de la loi de 2010, qui n'étaient pas exclusives, la question qui va se poser, c'est en pratique, est-ce que je vais continuer à faire des projets à côté de la zone d'accélération? Et la question va être posée aux DREAL, aux celles qui instruisent les projets et qui, ça ne me paraîtrait pas totalement ahurissant, et c'était le message qu'on avait sur les SRE. Vous étiez en dehors de la zone favorable du SRE, même si juridiquement rien ne s'opposait par principe à votre projet, concrètement, les DREAL n'allaient pas vous instruire, ou en tout cas, au bout du compte, vous alliez a priori avoir un refus qui serait pas fondé sur le fait que vous n'êtes pas en zone favorable, puisque juridiquement ça ne s'imposait pas, mais qui serait fondé sur le motif, évidemment, un motif paysager ou de biodiversité. Est-ce que ça ne va pas être la même chose avec la zone d'accélération, qui est une démarche ascendante de la commune à identifier une zone favorable, donc c'est une zone dans laquelle elle voudra des projets ici, vous venez vous mettre à côté, et concrètement vous remettez un peu en cause cette volonté de planification. Donc je pense que ce sera un sujet, même si juridiquement, effectivement, il n'y a pas d'obligation d'être en zone d'accélération. Je voulais juste rebondir sur ce que disait François tout à l'heure. Ce n'est pas le législateur ou le gouvernement qui a voulu cette consultation locale. Ça a été un des trucs qui a commencé à partir en vrille au niveau du Parlement. C'est-à-dire que c'était vraiment une volonté des législateurs ou du Parlement de rendre l'autorité, de faire redescendre l'autorité au niveau des communes. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais en fait, la catastrophe, cette loi d'accélération est le résultat, et nous sommes tous responsables, est le résultat du fait que notre gouvernement n'a pas de majorité et que nous avons une Assemblée nationale assez bariolée. Et donc, ça a été le fruit de concessions, un coup à droite, un coup à gauche, un coup chez les Verts, un coup chez les socialistes, un coup à l'UMP, un coup à la NUPES, etc. Et donc, à la fin du compte, on arrive à un patchwork qui est un patchwork. Merci. Jean-Claude Ponce, vous êtes élu, vous êtes maire, vous êtes aussi pionnier des énergies renouvelables, on y reviendra. Quelle est votre appréciation de cette loi et de ces zones d'accélération? Il me semblait que, en tout cas c'est comme ça que l'on présentait les parlementaires, justement, c'était une demande des élus d'être impliqués en amont
sur le développement des énergies renouvelables. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, je suis élu depuis 23 ans et je suis très engagé dans les énergies renouvelables. C'est pour ça que ce que je viens d'entendre, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Premièrement, l'idée de la façon d'aborder les énergies renouvelables, on a d'abord voulu, on est maires ruraux, on a 88% du territoire français selon l'INSEE, on a voulu changer la polarité des choses en proposant au gouvernement, et on a fait un travail quand même, j'y étais, j'ai discuté avec le cabinet de Mme Pannier-Runacher, etc., extrêmement important pour dire il faut arrêter que ce soit du top-down, mais que ça reparte des communes. Que ce soit les communes qui maîtrisent leur territoire, qui sont en lien avec leur population, qui disent « je lève le doigt et je veux que ici il y ait un parc photovoltaïque, un parc éolien, peu importe, c'est à négocier ». Donc ça, c'est un changement radical, si vous voulez, et ça se sent au niveau de nos communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos communes sont beaucoup plus dans une capacité de discussion et d'acceptation, parce que qu'est-ce qui se passait avant? Moi, je les ai reçus, tous ces développeurs. Ils arrivaient, ils venaient voir le maire, ils lui disaient, écoutez, voilà, il y aura tant de retombées pour la commune, etc. Il faut que tout ça se fasse. Et puis le maire qui essaye de ménager ses budgets parce qu'ils sont bien rognés, surtout en milieu rural où ils ne sont pas épais, il essayait de faire passer la pilule auprès de ces populations. Et d'un coup, les gens découvraient qu'il allait y avoir 15 éoliennes autour du village, etc. Voilà. C'est cette logique qu'on a voulu casser au sein de l'association des maires ruraux en disant faisons d'abord du travail d'animation. Moi, je nie le mot concertation, parce que quand on parle de concertation dans nos milieux ruraux, c'est que déjà la pilule, elle est enrobée et qu'il suffit plus de l'avaler, quoi, hein. Voilà. Alors que dans un travail d'animation, effectivement, on va voir nos populations, on va chercher les partenaires, développeurs, les institutions qui vont avec, et là, on discute avec nos populations. C'est ça le changement de polarité, et c'est dans ce sens-là que moi je suis beaucoup plus optimiste par rapport à la possibilité de développement de ces énergies sur nos territoires. Merci, on reviendra sur la mise en place tout à l'heure, mais je voudrais passer la parole d'abord à Daniel Oustrin pour vous demander, vous en tant que développeur, comment est-ce que vous vivez ces zones d'accélération? Est-ce que c'est une contrainte, une opportunité? Comment vous les appréciez? Bonjour à tous. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement, et je vais me situer entre M. Ponce et puis ce qu'a dit M. Daval. Je ne reviendrai pas sur la sémantique, sur la concertation, puisque ma fonction même est chargée de concertation territoriale, mais le cœur de mon métier est d'accompagner effectivement les territoires et de faire le lien effectivement entre une expertise qui est portée par un développeur et les collectivités. Et ce qui manque, c'est ce lien. Comment on fait des projets qui ont du sens dans les territoires? Et le souci, la question qu'il faudrait vraiment se poser aujourd'hui, c'est pas comment on accélère, mais déjà sur les territoires, c'est pourquoi il faut accélérer. Si vous voulez qu'on accélère, il faudrait déjà que les gens comprennent, quand je dis les gens, c'est la majorité de la population, mais aussi des élus, des techniciens, et je dirais aussi des gens dans certains services instructeurs, de se dire pour quelles raisons on a besoin d'énergie renouvelable. À quoi serviront ces énergies? Alors effectivement, on a besoin de produire de l'électricité pour remplacer par exemple du fossile. Ok, mais c'est une transition que l'on recherche. Ces projets-là, est-ce qu'on veut juste un corps étranger qu'on installe sur un territoire, ou est-ce que ce projet-là peut être un levier pour le développement local? Voilà, ça, si on peut déjà poser cette base-là, ça pourrait être intéressant. De quelle manière on peut le faire? On a les zones d'accélération qui arrivent. Là, je rejoindrai Xavier Daval. Chat échaudé, craint l'eau froide, je dirais, pour les développeurs. On a vu les ZDE, ça a été travaillé, les communes aussi d'ailleurs, hein, j'accompagnais à cette époque-là, moi, des collectivités, au sein même des collectivités. Et c'est vrai que quand vous avez travaillé 3 ans, 4 ans sur des ZDE et que finalement tout ça est balayé, et que vous avez des projets qui partent avec, on se dit, est-ce qu'on ne va pas avoir la même? Il y a des chances. Vous voulez dire que les zones d'accélération pourraient être balayées au prochain gouvernement, c'est ça? Alors, c'est le fond même non pas par le prochain gouvernement, mais le fond même de cette planification. Je vais faire un parallèle avec les zones Natura 2000. Pour ceux qui auront pu suivre la mise en place des zones Natura 2000 dans les territoires. La façon dont ça a été amené fait qu'on a vu ça comme une contrainte et non pas comme un intérêt pour les territoires. Et depuis, Natura 2000 est vu comme étant un objet de protection, qui est l'objectif, mais qui est imposé encore une fois. Là, l'inquiétude, c'est, je reviens sur le terme concertation, on a demandé à des communes qui le souhaitaient de pouvoir définir des zones
avec une compétence technique qui est quand même nécessaire. On a des ingénieurs qui travaillent là-dessus et qui doivent maîtriser ça. On demande à des maires qui, certains, effectivement, ne maîtrisent pas ces sujets, qui ont énormément de choses à gérer sur une commune, vous le savez bien, pour une commune de 100-250 habitants. On leur demande de faire un zonage d'ici le 31 décembre, pour ceux qui veulent bien le faire. Et pour réaliser ce zonage-là, il faut qu'ils s'appuient sur des compétences qu'ils n'ont pas forcément. Et donc, on leur demande en plus d'aller faire une concertation. Faut-il savoir ce qu'on va mettre derrière le terme concertation? Et ce que l'on voit, je vais vous donner des cas concrets. Concertation du public du 15 décembre au 30 décembre pour donner votre avis via un outil en ligne sur des cartographies où on vous dit qu'on va accélérer les énergies renouvelables dans le territoire alors que les gens n'en avaient pas encore entendu parler. On risque une levée de bouclier au pire. Au minimum, nous, effectivement, en termes de travail, ça va nécessiter peut-être de sortir les rames sérieusement pour réexpliquer à quoi ça sert encore ces énergies renouvelables, pourquoi les faire, de quoi on parle. Et ça, je pense que c'est un des gros écueils de ces ZAER. Merci beaucoup. Alors on va juste tout de suite arriver sur leur mise en place de ce ZAER, c'est les zones d'accélération d'énergie renouvelable. Nos amis sur la tribune aiment bien les acronymes. Monsieur Ponce, comment ça se met en place de votre point de vue, ces zones d'accélération? Est-ce que les communes ont réussi à se saisir de cet objet-là? Alors non, difficilement pour les raisons qui ont été expliquées avant, parce que malgré tout, beaucoup d'outils que nous avait promis l'État n'étaient pas en place, ils étaient confus. Certains décrets d'application viennent d'arriver et il y a encore certains outils qui sont très importants et dont il n'a pas été fait question, dont il n'a pas été fait mention ici, comme par exemple le mécanisme des PPA, Power Purchase Agreement, qui sont pas encore suffisamment explicites pour être mis en œuvre au niveau de nos communes. Ce qui fait qu'il y a quand même une certaine confusion, si vous voulez. Alors moi, je fais par exemple le VIP pour valider un petit peu et animer cette loi au niveau des communes qui me le demandent. Et je vois bien qu'il y a beaucoup de questions qui surgissent. Donc il va falloir plus de temps que ce que le gouvernement nous avait donné au départ. Quand vous dites PPA, pardon, je précise la question, vous voulez dire les parcs de l'électricité livrée directement aux communes ou vous parlez de façon plus générale? Non, je parle de la possibilité de contractualisation sur du long terme par rapport à des volumes de courant et par rapport à des tarifications. La loi offre beaucoup de choses très intéressantes pour les communes et les populations. Elle offre la possibilité d'autoconsommation qui est à négocier au moment de l'élaboration du projet. Elle offre la possibilité d'abonder à un fonds de mutualisation auquel les projets vont participer et qui va être ensuite redistribué au niveau des budgets communaux, si vous voulez. Donc, par rapport au schéma ancien, il y a aussi une prise en compte de l'intérêt direct des populations. Avant, c'était éventuellement le budget de la commune. Mais là, si la commune fait bien son boulot, à travers ces mécanismes de PPA, à travers ces mécanismes d'autoconsommation, à travers les mécanismes qui sont aussi inscrits dans la loi, de la possibilité de prendre, d'être participatif, si vous voulez, au niveau du territoire, eh bien, ça offre beaucoup plus de prise sur le projet et ça intéresse nos habitants. Merci. Xavier Deval, vous avez saisi le micro. Oui, j'avais quelques remarques. J'ai la chance de passer une partie de mes semaines en monde rural, en Bourgogne, et dans une petite commune de 254 habitants. Et donc j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire étant passionné du renouvelable et motivé, j'ai fait une conférence et j'avais tous les maires de la Comcom qui sont venus, et j'ai vu et j'ai touché du doigt le gap, le niveau de connaissance. Ces petites communes ne sont pas préparées à ça, donc c'est pas parce que d'en haut sort le truc en disant faites-moi des zones et machin, ils comprennent rien, ils connaissent rien, et donc j'ai donné mon temps et j'ai aidé comme je peux pour expliquer de façon objective et neutre qu'est-ce qui peut arriver et les opportunités. Faisons quelque chose de positif. Mais je vous écoute, Monsieur Ponce, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un PPA? Je suis dans ce métier depuis longtemps. C'est-à-dire que l'ingénierie financière, l'ingénierie technique, nos métiers sont excessivement compliqués. Et c'est pas parce que d'un coup on dit maintenant
ce sont les communes qui vont faire le métier de développement. Nos entreprises adhérentes de nos syndicats, elles faisaient du développement. Et le développement, c'est pas juste dire, taper à la porte en disant on espère qu'on aura peut-être un bout de terrain, puis on verra après. Il y avait une analyse du réseau électrique, il y avait une analyse du gisement solaire ou éolien, il y avait, etc. On avait X couches qu'il faut maîtriser. Le terrain, c'est l'une des composantes, mais c'est pas la seule. Il y a un vrai métier. Et il y avait X couches d'analyse financière. Si je peux pas financer mon truc, si je sais pas à qui je vais vendre le courant, je vais pas faire le projet. Je veux dire, tout est lié. Donc en fait, en vérité, on touche du doigt des métiers excessivement techniques et complexes. Mais moi, je me réjouis. Et plus il y aura d'empowerment, plus les communes, etc., ou les collectivités d'agriculteurs, etc., auront leur part à ça, et plus on va faire de choses ensemble. Mais on a beaucoup à partager, parce que nous, on a ces connaissances techniques, parce que c'est notre métier. Et vous, il faut que vous soyez en mesure de prendre aussi votre part dans ces projets. Vous ne devez pas juste être des consommateurs du truc ou juste des usagers du truc, et c'est super. Julie Ferry, sur la mise en place, est-ce qu'on sait combien il y a de communes qui se sont mis en rang pour élaborer ces zones d'accélération? Et voilà, en gros, comment ça se passe sur le terrain, la mise en place de ces zones? Alors, savoir exactement, c'est pas simple. Juste, il y a effectivement au Salon des maires un sondage qui est sorti d'Intercommunalité de France. Donc, sûrement, certains d'entre vous l'ont vu paraître avec ce chiffre de 30%. Nous, clairement, au sein d'Amorce, on est même étonnés. La ministre pense que c'est un mauvais chiffre, mais nous, on est même étonnés que finalement, il y ait quand même 30%. Alors, juste pour illustrer ça et répondre aussi à Monsieur Ponce, on a dernièrement fait un webinaire. Alors, peut-être pour redire aussi, représenter l'association Amorce. Donc, l'association Amorce, c'est quoi? C'est une association qui représente, qui porte la voix des collectivités. Donc, on les informe. Donc, effectivement, il existe des entités qui informent les collectivités, qui font aussi l'intermédiaire entre la partie développement et la partie institutionnelle. Donc, et c'est important, c'est important. Et parmi nos, donc, on a plus de 1100 adhérents et on a 2/3 des adhérents qui sont des collectivités. Quand je dis collectivité, ça va de la commune rurale jusqu'à l'échelle de la région. Enfin, voilà, on a tout le gradient de collectivité. Une question incidente. Est-ce que les syndicats d'énergie départementaux font aussi ce travail de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller faire de la pédagogie sur les énergies renouvelables, par exemple, auprès des communes adhérentes? Alors, on a des adhérents syndicats d'énergie et on a des syndicats qui sont très impliqués, qui même, du coup, prennent le sujet vraiment en main avec des sujets de gouvernance partagée, hein, avec des créations de sociétés d'économie mixte, par exemple. Donc, effectivement, alors clairement, nous, au sein des adhérents, on a des personnes ambassadrices des énergies renouvelables et qui portent le sujet haut et fort et qui essayent d'inspirer d'autres. C'est aussi dans notre dynamique, c'est de créer un réseau, et créer un réseau, c'est aussi faire parler des élus à d'autres élus pour du coup transmettre toutes les informations. Et juste, je me permets, on a effectivement dernièrement organisé, on organise régulièrement ce qu'on appelle des webinaires, ce sont des événements distanciels où nos adhérents peuvent assister et on fait intervenir aussi des structures adhérentes qui présentent leurs projets, leur retour d'expérience. Ça se veut très concret. Et là, par exemple, sur nos répondants, on voit que 95% des répondants à un petit sondage qu'on avait fait lors du webinaire indiquent clairement qu'ils ne sont pas dans les délais. Donc, peut-être une autre illustration qui peut être intéressante, c'est justement sur le calendrier. Donc, parmi ces répondants, finalement, il a été aussi demandé, mais quand imaginez-vous pouvoir les rendre? Et clairement, on se voit plutôt sur le premier trimestre, voire premier semestre 2024. Donc, ce qui montre bien qu'effectivement, il y a quand même vraiment certains élus qui se saisissent du sujet et nous, on les encourage vraiment à prendre cette opportunité pour aller à la fois s'initier au sujet et vraiment l'amplifier, l'enrichir quand on est déjà un peu impliqué dessus. Et effectivement, donc là, on voit clairement qu'en termes de date, ils ont besoin de délais supplémentaires et ça, bon, c'était à anticiper il y a même quelques mois en arrière. Et vous, Monsieur Ponce, vous êtes aussi maire. Comment vous avez fait pour élaborer votre zone d'accélération, si vous y êtes déjà? Eh bien, on a d'abord essayé de réfléchir en conseil municipal, voir si les gens, enfin le conseil était d'accord pour engager une démarche. Et puis, donc le conseil a donné son accord. On a délimité un petit peu les zones au niveau du territoire de la commune qui étaient potentiellement utilisables. Donc, pardon, vous saviez déjà quel était le potentiel d'énergie renouvelable sur votre territoire? Non. D'accord. Non, mais on n'en a pas besoin.
C'est pas ce que nous demande la loi. La loi, elle nous demande de donner des parcelles. Voilà, donc c'est ça qu'elle nous demande. Et ensuite, on a fait un travail. Donc il y a eu des réunions publiques. Et on a mis en place, suite à ces réunions publiques, un système de questions-réponses sur le site web de la commune, de façon à pouvoir répondre aux questions des gens qui se posent, qui sont souvent des questions que, quand on est dans le sujet, auxquelles on ne pense pas, mais auxquelles les gens, eux, pensent. Et ça aussi, très souvent, c'est pas pris en compte. Vous avez un exemple? Sur les eaux de source. On m'a dit, ah mais oui, mais si on met trop de panneaux solaires, ça va empêcher le renouvellement des eaux de source. Vous voyez, bon, c'est inattendu. Bon, on a expliqué que l'eau, elle allait couler sur les panneaux solaires et qu'elle allait rejoindre le sol, etc. J'ai payé un hydrogéologue qui est venu sur une demi-journée et qui a expliqué le mécanisme et qui a dit qu'il n'y aurait pas de perturbation des sources du village, par exemple. C'était inattendu. Oui. Et est-ce que vous avez... Ah oui, vous dites qu'il y a... Est-ce que quand vous délimitez ces zones, ces parcelles, comme vous dites, du coup, vous ne les attribuez pas à telle énergie ou telle autre. Ça peut être une chaufferie bois, comme un parc photovoltaïque, comme un parc éolien. Chaufferie bois, ça dépend de la situation géographique quand même. Mais non, on n'affecte pas à une... En fait, l'esprit de la loi, c'est je lève la main, je dis, moi, je suis disposé avec ma population à accueillir quelque chose, à négocier. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on aura levé la main, on va être obligé de passer sous les barricades d'un développeur. Non, on lève la main, on dit, voilà, ici, on a quelque chose qui est accueillable. Ils ne sont pas si méchants quand même, les fourches codines. Daniel Oustrin, puisqu'on parle des développeurs, vous avez levé la main. Peut-être sous réserve effectivement des gens qui maîtrisent la loi, mais il me semble que ce que vous dites là sur le zonage, ça nécessite effectivement une réflexion sur les parcelles par typologie d'énergie. C'est indispensable. Et c'est là où, chez Total Énergie Renouvelable, c'est une compagnie qui est multi-énergie, qui travaille du développement, de la maintenance, de l'exploitation. Et comme l'a dit M. Daval, il y a aussi des métiers derrière, le financement ou autre, c'est un métier extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Et je le laisse à ceux qui le maîtrisent. Par contre, ce croisement entre cette technicité et la connaissance des terrains, ce que vous disiez par exemple, les inquiétudes, ici il y a une source, ici il y a tel sujet, c'est des choses que l'on a comme retour régulièrement, ou les enjeux locaux, se dire est-ce qu'effectivement tu as notre activité sur le territoire, on va y perdre parce qu'on va mettre des éoliennes, qu'est-ce qui va se passer en termes de biodiversité, le renforcement des linéaires de haies sur des territoires démembrés, il y a des réflexions qui sont menées sur le terrain, ou les usages locaux, que ce soit du loisir, que ce soit je vais citer un territoire sur lequel on a des mégalithes, où effectivement les chefs de projet, les naturalistes qui sont venus n'ont pas forcément perçu ça. Et donc de travailler avec des locaux, ça permet de croiser ces compétences, se dire ici c'est pertinent de mettre effectivement éventuellement du photovoltaïque au sol, ici c'est possible de développer de la méthanisation parce qu'il y a une filière et autres, on a cette vision qui est plus globale. Réfléchir à la méthanisation quand vous avez un village de 200 personnes, ça ne le fait pas. C'est comme l'éolien. L'éolien, ça se réfléchit avec les communes voisines. Donc, ce que je veux dire là, c'est que je pense qu'il y a une incompréhension de l'intérêt de ces zonages. Les collectivités qui étaient déjà dedans, qui s'en sont saisies et accompagnées notamment par des communautés de communes qui avaient déjà une certaine maîtrise et des services techniques, on voit des choses qui apparaissent avec une vision d'équité territoriale, et là ça peut apporter. Pour autant, il y a vraiment un trou dans la raquette entre cette maîtrise technique et cette connaissance locale, et c'est là où il y aurait besoin de travailler cette relation de confiance qui ne s'est pas créée finalement, ou en tout cas pas chez tous les développeurs, avec toutes les collectivités, parce qu'il y a une forte défiance qu'on comprend avec cet marché concurrentiel. Mais si on doit accélérer, c'est plus ça qu'il faudrait travailler. C'est comment on on fait des synergies, et là on va trouver des endroits où il y a des choses intéressantes à faire. Et pour l'instant, les aides AER, quand vous dites madame qu'on est à 30%, le sondage qu'il y a, moi je suis sur le terrain à peu près 3 à 4 jours par semaine, je peux vous dire que sur les endroits où on a des projets, je les compte pour le moment, pourtant on les accompagne, on réfléchit avec eux, ils sont au courant, elles sont loin d'avoir délibéré. Donc je ne sais pas où on sort les 30%. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est pas l'association Amorce, c'est vraiment Intercommunalité de France qui a fait un sondage pour sonder les intercommunalités, et a priori ce serait le chiffre qui serait ressorti. Et encore une fois, je précise, Amorce, nous on est même étonnés de ce chiffre. J'ai bien entendu. En fait, on est vraiment étonnés parce que nous, nos adhérents, clairement, quand on les sonde et quand on parle avec eux, parce que tous les jours on les a au téléphone aussi, non, on n'y est pas, sur ce chiffre. François Versini, Camplanchy. Non, juste pour rebondir sur ce que disait Monsieur Ponce,
il y a des instruments intéressants et la philosophie de la loi peut avoir un côté intéressant. Mais ça suppose quand même, et ça a été dit à plusieurs reprises, ça suppose que les élus, les collectivités le prennent en main. Certains vont être moteurs. On a 36 000 communes, on a des milliers d'intercommunalités. On va avoir un maillage, il va y avoir des différences énormes entre les différentes zones. Des élus qui prennent l'instrument et qui l'utilisent, qui se rapprochent de développeurs, de professionnels, bien sûr, l'instrument va être intéressant, mais combien va-t-il y en avoir qui ne s'en saisissent pas, qui s'en moquent un peu, et combien vont faire des zones d'accélération parce qu'ils savent que c'est la condition pour faire une zone d'exclusion? Parce que la loi n'autorisera une zone d'exclusion ENR terrestre, mais ça va être une zone d'exclusion éolienne, soyons très clairs, uniquement si on a une zone d'accélération. Combien de remontées de terrain j'ai eu de la part de développeurs, moi j'accompagne surtout des développeurs, me disant ils sont motivés uniquement pour pouvoir faire de la zone d'exclusion à côté. Donc on peut exclure une filière, on peut dire là je veux jamais d'éolien sur toute la zone de ma commune. On ne pourra que si on a une zone d'accélération, par ailleurs. C'est la condition. Daniel Oustra. Alors, en pratique, je pense que c'est même plus retors que ça. Je vais prendre des collectivités. Effectivement, alors il y a celles qui sont motivées, qui veulent avancer. Et donc celles-ci, elles avancent, elles proposent des projets avec une réflexion planifiée, et c'est super. C'est pas elles qui posent les problèmes en général. Non. Et au contraire, il y a une réflexion. Au moins, il y a un cap qui est posé et cette volonté. Il y a celles qui sont vraiment perdues, très clairement, et ça on le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend ça? J'ai autre chose à gérer. J'ai des problèmes de voirie, j'ai des problèmes sociaux. Et puis on a effectivement des communes qui étaient déjà pas très motivées à la base, ou qui en voulaient, on va le dire très clairement, qui en voulaient pas, alors que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien. Moi j'ai reçu un courrier, nous avons reçu un courrier d'une commune qui disait, un élu, je ne citerai pas, qui nous disait, je ne veux ni d'éolien, ni d'aucune énergie renouvelable sur ma commune. Voilà. Bon, le problème est réglé, donc on le sait, il y a des volontés de ne pas en avoir, mais ça peut se comprendre si effectivement on ne s'est pas posé la question de pourquoi, puis après il y a des visions dogmatiques. Sauf que, si vous n'en voulez pas, la meilleure façon de faire, c'est de faire, non pas des zones d'exclusion déjà, mais c'est déjà de zoner en se disant, on va choisir, et c'est le cas dans certaines communes, on va choisir effectivement, chez nous, on peut tout faire sur des toitures de bâtiments publics. Et donc on a des zonages qui sont spécifiés là-dessus. Alors, peut-être que les comités régionaux diront c'est pas suffisant parce qu'en fait on est quand même au courant que chez vous il y a peut-être ces zones-là, on verra les retours. Mais on a aussi des zonages avec du terrain qui va être ciblé, avec du photovoltaïque, en ciblant par exemple que des terrains publics. Et le fait de cibler un certain type d'énergie en considérant qu'on n'a pas forcément un besoin ou on a des freins par rapport à l'éolien, va déjà permettre de dire, regardez, on fait déjà un effort sur cette partie-là, il n'y a pas besoin qu'on aille sur cet autre type d'énergie. Donc la question, ça sera comment les comités régionaux vont prendre ça pour effectivement faire peut-être un rétropédalage. Et derrière, en termes d'acceptabilité, encore une fois, je ne suis pas certain qu'on fera avancer la réflexion dans les collectivités. Alors je ne sais pas si on a bien compris ce que c'était que ces comités régionaux, c'est-à-dire qu'après la définition des zones, Julie Ferry, vous pouvez nous dire quel est leur rôle ? Alors en fait, donc ça a déjà été introduit avant la loi d'accélération, cette notion de comités régionaux d'énergie. Donc il y a un comité qui va être créé par région. Et parmi leurs missions, donc déjà, c'est de favoriser normalement la concertation et c'est surtout aussi de régionaliser les objectifs donc du coup de la future programmation pluriannuelle de l'énergie et de rendre leur avis sur les zones d'accélération. Et donc clairement, si effectivement leur avis indique que les zones ne sont pas suffisantes, rebelote, on revient vers les communes pour effectivement refaire ces cartographies. Mais je tiens à souligner quand même, et je rebondis un petit peu sur la notion d'information auprès des territoires, ça c'est essentiel. Et c'est vrai que nous, ce qu'on retient de ce portail cartographique, qui a quand même l'avantage d'avoir quand même pas mal de données, mais c'est que ce sont des données quelque part un peu illisibles. Faire de la cartographie, c'est une compétence, notamment une compétence des développeurs, ça j'entends. Après, on a quand même des maires très très impliqués et qui, pour le coup, se dérouillent très très bien avec ce type d'outils. Mais on a quand même une grande majorité qui a vraiment, qui a du mal, qui n'a pas les ressources financières et d'ingénierie. Donc nous, c'est vrai que ce qu'on a poussé, c'est qu'on a développé ces derniers mois un autre outil, mais qui vient en complément. L'idée, c'est pas de faire une multitude d'outils, là, c'est vraiment de venir compléter, mais c'est d'apporter cette information et cette pédagogie à finalement un élu qui voilà, se voulait se mettre sur le sujet d'énergie renouvelable, ne sait pas trop comment faire, donc on part déjà de la base. Comment ça marche, cet outil? Alors, donc l'outil, alors déjà, vous avez un slide là-dessus? Peut-être, oui, je vais vous passer, ce sera peut-être plus simple. Donc l'outil, alors son petit nom, bon, on a fait un petit brainstorming, c'est pas hyper original, mais bon, on l'a appelé Accel ENR. Alors, c'est un format à ce jour Excel. Ça ne veut pas dire par la suite, il ne sera pas en ligne et davantage ergonomique, on va dire. Mais pour l'instant, on a développé en interne cet outil Excel. Et finalement, déjà, la donnée d'entrée de base, pour une commune, c'est assez simple. C'est déjà d'avoir son code INSEE.
Voilà, tout élu sait quel est le code INSEE de sa commune, qui est unique. Et donc, en entrant ce code INSEE, la première partie de cet outil, ce qu'il y en a plusieurs, c'est finalement de se dire quelle est la consommation de l'énergie de ma commune, et par différents postes. Donc ça, c'est effectivement l'information de base, mais que tous les élus n'ont pas. Et l'outil centralise finalement plein de bases de données accessibles. Et donc, du coup, il y a déjà ce premier niveau d'information. Et le deuxième niveau d'information, c'est quelle est actuellement ma production d'énergie renouvelable sur mon territoire. Déjà que je sache l'état des lieux. Et donc, ça fait la corrélation entre les deux niveaux. Mais peut-être, plutôt que de longs discours, je pense que ce serait intéressant de lancer. On a effectivement mis en place un petit tutoriel de cet outil pour le prendre en main. On l'a voulu assez simple. Donc, ce que je propose, c'est peut-être de lancer cette petite vidéo. Alors, ça dure 3 minutes, c'est très court. On peut projeter, allez-y. Avec le petit logo. Alors, peut-être le son, effectivement. Ouais. Bonjour et bienvenue. L'association Amorce vous présente Accélère, un outil Excel permettant aux communes de s'emparer du destin énergétique de leur territoire et de réaliser un dimensionnement cohérent de leur zone d'accélération des ENR. Les communes peuvent simplement, en rentrant leur code INSEE dans la zone en bleu, identifier facilement le portrait énergétique de leur territoire avec les onglets bleus, consommation et production et ordre de grandeur, et réaliser une documentation du potentiel de production d'énergie renouvelable à l'aide des onglets rouges. L'onglet consommation et production vous permet d'afficher facilement le bilan des consommations d'énergie locale, ainsi qu'en parallèle la production locale d'énergie renouvelable sur l'année 2021. Ensuite, l'onglet ordre de grandeur vous permet de vous poser la question: quelles sont les différentes typologies d'installations d'énergie renouvelable à mettre en place sur mon territoire pour atteindre 10, 20, 30, 40, 50% des consommations d'énergie produites localement par des installations de production d'énergie renouvelable. Cet onglet vous permet, à l'aide d'ordre de grandeur, de pouvoir simuler un mix énergétique sur votre territoire à l'aide de 3 filières énergétiques: l'électricité, le gaz et la chaleur. Ensuite, les 3 onglets rouges vous permettent de traduire le travail réalisé dans le cadre des zones d'accélération des ENR en potentiel de production d'énergie renouvelable sur votre commune. L'onglet ENR électrique vous permet de traduire des surfaces mobilisables sur votre commune en potentiel de production d'énergie renouvelable annuelle. Pour le cas du solaire photovoltaïque en toiture, au sol, en ombrière ou pour l'éolien terrestre. Ensuite, l'onglet méthanisation vous permet, à l'aide d'exemples, de vous représenter à quoi pourrait correspondre une unité de méthanisation sur mon territoire en fonction de mes enjeux locaux ainsi que de ma volonté politique. Enfin, dans l'onglet chaleur renouvelable, vous retrouverez un rappel des différentes typologies d'énergie renouvelable thermique utilisables afin de produire de la chaleur renouvelable. Ensuite, l'onglet chaleur renouvelable vous permet d'estimer quelle est la capacité de la commune à consommer localement cette chaleur renouvelable à l'aide de réseaux de chaleur ou, dans le cas de changement de mode de chauffage vers des ENR thermiques, de bâtiments tertiaires ou de bâtiments résidentiels. Pour vous aider dans la réalisation de ce travail, vous y retrouverez des éléments d'information sur votre commune, ainsi que des exemples de réseaux de chaleur dans les territoires, et enfin, des outils pour pouvoir estimer les besoins de chaleur de votre territoire. Enfin, l'onglet bilan vous permet de réaliser un bilan des consommations énergétiques actuelles, un bilan des productions locales d'énergie renouvelable, ainsi qu'un bilan du potentiel de déploiement d'énergie renouvelable sur la commune. Il permet enfin de recontextualiser la situation de chaque commune par rapport aux directives nationales et européennes en matière de production d'énergie renouvelable, ainsi que de sobriété et d'efficacité énergétique. Vous pouvez télécharger Accélère directement sur le site damorce.asso.fr ainsi que retrouver dans la page sommaire de la publication un tutoriel plus complet. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ce film. Vous aviez fini sur le sujet? Non, mais pour dire aussi que effectivement les zones d'accélération, c'est quand même pas que éolien.
à l'origine, même si effectivement c'est quand même un sujet, l'éolien terrestre. Là, on est vraiment sur toutes les filières et c'est ce qu'on met en avant. Et notamment, alors moi je suis plutôt côté ENR électrique dans le cadre de ma mission à Amorce, mais on a toute une équipe sur la partie chaleur renouvelable et ça, c'est vraiment pas oublié. Merci. Une petite question avant de passer la parole au public. Jean-Claude Ponce, quelle est on va dire l'ambiance chez l'association des maires ruraux de France envers l'éolien? Est-ce qu'on est vent debout contre ou est-ce que c'est plus mitigé? Non, c'est une fois de plus une question d'échelle et une question de méthode. Vous prenez un village 150 habitants, vous y mettez 50 éoliennes autour, tout le monde va monter au créneau. Donc il y a une question d'échelle qu'il faut bien voir quand on propose un projet. Et une question de méthode. Une fois de plus, il faut co-construire un projet comme ça. Si un maire il est d'accord avec le principe de recevoir des éoliennes, eh bien, il faut qu'il puisse partager ça avec sa population, avec les développeurs, avec les institutions présentes, avec les communes voisines. Alors, ce qu'on est en train de faire, nous, au niveau de notre commune, si vous voulez, on essaye de faire une communauté de transition énergétique avec les autres communes voisines, de façon à avoir un pool et à avoir un ensemble de partenaires qui soient cohérents. Et si on arrive à faire ce travail-là, ce travail d'animation au niveau du territoire, eh bien, il y a une bonne acceptation, il y a un bon potentiel d'acceptabilité. On aura toujours des gens qui seront contre, c'est pas impossible, mais en tout cas, on arrivera à désamorcer l'essentiel des antagonistes de nos populations, si vous voulez. Merci beaucoup. Comme je le disais, je vais vous passer la parole parce que c'est un sujet assez technique. On va clore sur cette histoire des zones d'accélération. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités sur le sujet? Lancez-vous si... Voilà, monsieur au deuxième rang. Bonjour, Thibault Locheter, Corsica Sol, développeur exploitant. On se retrouve tout à fait dans tout ce qui a été raconté, que ce soit du côté de la mairie, du côté du syndicat ou dans le témoignage de notre confrère. Globalement, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de projets on fait beaucoup, surtout du photovoltaïque, on ne fait pas d'éolien. Il y a beaucoup de projets qui se passaient très bien, où on concertait avec la commune et tout ça. Et la loi est arrivée. Alors, comme je vous rejoins, monsieur le maire, elle met en place beaucoup de choses qui permettent d'être beaucoup plus vertueux dans l'intégration de la communauté, de la collectivité, des citoyens dans la conception des projets, dans la concertation. Maintenant, comme ça a été dit aussi, on a beaucoup d'endroits où les mairies sont complètement dépourvues de moyens et de compétences pour adresser ces sujets-là. Et on arrive dans un moment où, en voulant accélérer, on cherche à faire monter la barre sur les exigences qui sont mises sur comment installer les projets dans les territoires. Et cette transition on va faire accepter les projets avec une solution beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, et la formation, l'accompagnement, le déploiement des équipes d'amorce, des équipes des référents départementaux et tout ça, en fait, va nous prendre 2-3 ans. Nous, on est dans des coins où le maire nous dit « moi, je ne me connecte pas à l'ordinateur ». Donc, on en est là, quoi. Et donc, comment est-ce que vous voyez les choses, vous qui en plus êtes, et peut-être, je suis intéressé d'avoir le point de vue d'amorce aussi, comment cet accompagnement-là, il est fait? Je vous rejoins, il y a plein de maires, nous on travaille avec des communes depuis 6 ans, qui ont fait des appels d'offres, qui ont sélectionné les développeurs, qui ont été capables de monter ces cahiers des charges, d'accompagner. Mais il y en a d'autres qui n'avaient jamais eu cette réflexion-là, qui, quand on arrivait avec un projet, disaient bon, bah, de toute façon, c'est un permis préfet, nous, ça nous va bien, on n'a rien à faire là-dedans. Et aujourd'hui, on leur dit non, mais c'est vous qui êtes responsables, il faut donner un avis favorable, il faut faire une concertation auprès de vos citoyens. Donc c'est le maire qui se retrouve en se baladant dans la rue, en baladant son chien avec les gens qui lui disent non mais pourquoi tu fais ça, et donc en fait on a complètement crispé le jeu sur beaucoup d'endroits où il n'y avait pas de sujet, quoi. Merci pour votre question à Jean-Claude Ponce. Oui, vous avez raison. Moi, très franchement, je suis déçu de l'implication de l'État. On nous promettait beaucoup plus, non seulement en termes techniques, mais aussi en termes d'accompagnement sur le terrain. Et je m'aperçois, je suis un petit peu la région Occitanie pour la MRF, pour les maires ruraux, et je m'aperçois qu'il y a vraiment une très grande hétérogénéité au niveau
tant des préfectures, des DTTM que des syndicats d'électrification dont on parlait tout à l'heure. Certains qui sont motivés font un gros travail sur le terrain d'information et autres. D'autres, je ne vais citer personne ici, mais un préfet a envoyé une vague bafouille au maire en lui disant « il y a ce truc qui existe là, si vous voulez ». Voilà, bon, vous voyez. Et je trouve que ça, c'est quand même assez décevant par rapport à ce qui était attendu. Hein. C'est-à-dire que du niveau du ministère, on prévoyait une grande vague, et quand on arrive au niveau de nos communes, c'est une vaguelette, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est décevant, et après, ça renvoie à la capacité qu'ont les développeurs, les animateurs. Alors ça peut passer, nous par exemple, on a un PCAET qui est assez actif. L'animateur du PCAET fait un travail, va voir les maires, les sensibilise, etc. Mais finalement, c'est au niveau du territoire que ça va se décliner selon les opportunités de certaines institutions. Les PCAET sont les plans air, climat. Plan climat, air, énergie, territoire. Merci. Julie Ferry, vous voulez compléter ou réagir à votre façon? Alors, peut-être effectivement pour compléter, ce dont on est vraiment pleinement conscient à Morse, c'est qu'au niveau notamment des communes rurales, il y a clairement effectivement une notion d'ingénierie en termes de NR qui n'est pas encore présente. Et pourtant, on a quand même beaucoup d'élus qui veulent monter en compétences et c'est pas toujours simple. Alors, juste peut-être pour rappeler, parce que je ne sais pas si dans l'audience tout le monde le sait. Alors, il faut juste que je retrouve la bonne slide. Non, c'est celle d'après. Pardon. Alors, je fais une mauvaise manip. La manipulation, voilà, celle-là. Donc juste pour dire qu'effectivement, l'ADEME a lancé en 2022 un réseau de conseillers techniques de proximité, qui justement, qu'on appelle les générateurs. Et donc actuellement, il y a effectivement 13 régions en métropole et en Drôme qui sont couvertes par ce réseau. Et finalement, qu'est-ce que c'est ce réseau? Ce sont des conseillers qui sont déjà présents dans des structures locales, type syndicats d'énergie, associations, donc ALEC ou autres associations. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, ce sont ces conseillers qui donnent le premier niveau d'information, qui peuvent être sollicités gratuitement par quelle que soit la commune, qui voudrait effectivement à la fois sensibiliser sa population et même qui aurait un développeur qui viendrait effectivement sur son territoire. La commune va en savoir plus, va avoir les outils et toutes les données effectivement pour finalement comprendre, avoir une grille de lecture de ce que lui annonce le développeur et puis pouvoir avancer. Donc ça, et donc, qu'est-ce qu'on fait au sein d'Amorce? Nous, on anime ce réseau au niveau national avec l'association ESPUL. Et donc là, c'est important de le relayer auprès du terrain. Donc effectivement, à ce jour, on a 9 régions métropoles. Et donc, il y a un site internet qui existe. Donc la commune peut aller sur le site internet, aller chercher le contact du conseiller en question et l'appeler ou lui envoyer un mail pour lui poser, le solliciter, pour le faire venir, etc. C'est vraiment leur rôle. Et nous, on pense au 5 Amorce qu'effectivement, il faut développer cette ingénierie à la fois par des structures externes, mais aussi au sein des collectivités. Donc ça passe plus par la loi de finances ou la programmation pluriannuelle de l'énergie. Dont on va parler dans un instant. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre question? Madame au premier rang, s'il vous plaît. Est-ce que d'autres questions suivent? Je peux en prendre encore une dernière après. Monsieur là-bas. Oui, bonjour. Attendez, je m'entends. Excusez-moi, j'espère que ma question sera claire. En tout cas, nous sommes une petite entreprise. On est producteur d'énergie. En fait, là, on est en train d'installer notre premier parc solaire. C'est de 250 kW, en fait, donc c'est petit. Hein. Quand on parle avec d'autres développeurs ici, quand on parle avec ceux qui rachètent l'électricité, on voit qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un si petit projet. Mais nous, on a fait ça dans un petit village de 200 habitants. Ça a été accepté parce que c'était sur un terrain qui était caché par rapport aux voisins. C'était pas visible depuis la rue, donc c'était très petit, c'était pas parfait pour un petit village comme ça. Et je me demande, est-ce que ces zones d'accélération peuvent prendre en compte des petits projets comme ça qui sont peut-être plus facilement acceptables par des maires, ou est-ce que en fait, pourquoi est-ce qu'en France, on n'encourage pas ces petits projets, en fait? Parce que oui, faire des gros mégawatts, c'est très bien, mais aussi, parfois, il y a des petits terrains où on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas faire pousser de l'agriculture, on peut pas... Et c'est des terrains où il n'y a rien. Alors pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas ces petits projets qui vraiment sont nécessaires, je pense, aujourd'hui? Est-ce qu'on encourage les petits projets, Julie Ferry, ou qui veut répondre, François? Qui a la réponse? Ou Xavier, éventuellement, les tarifs, c'est une centrale au sol.
J'imagine ce dont on est en train de parler. Donc après, alors effectivement, c'est un peu un angle mort de la centrale au sol, la petite centrale au sol. Il y a eu des simplifications administratives. On pousse clairement, la loi le 2022 a simplifié le régime administratif de ce type de centrale. On est censé avoir un tarif sol qui est arrivé. Alors je vois Xavier hoche la tête. Ça fait 2 ans que c'était annoncé. Je crois que c'est toujours pas là. Et est-ce que ça viendra ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand. On est censé avoir un mécanisme de soutien, mais je laisserai Xavier compléter sur ce problème. En tout cas, administrativement, ça s'améliore. Après, sur la zone d'accélération, juste pour répondre là-dessus, à mon sens, la zone d'accélération qui part du communal à l'intercommunal jusqu'au départemental, il y a une volonté de planification, d'aménagement territorial qui effectivement n'est pas totalement adapté à du micro-projet, si on pouvait le qualifier comme tel. C'est pas illogique il faut rappeler, ça a été dit tout à l'heure, mais la France est le seul pays à ne pas avoir respecté ses objectifs 2020 et largement des 27 de l'Union. Donc effectivement, on attend du mégawatt. Je ne suis pas sûr qu'on le réalise, mais ces projets font partie de la solution, évidemment, et sont adaptés localement. Mais en revanche, je peux comprendre que le mécanisme de la zone d'accélération soit plutôt pour de l'aménagement de plus importants projets. Xavier ? Bienvenue en France. On est un pays de paradoxe. On est un pays dans lequel l'État veut s'occuper de tout. Comme il veut s'occuper de tout, il préfère s'occuper de gros machins parce que il est déjà incapable de s'occuper de gros machins. Alors je vous laisse même pas imaginer s'occuper de petits machins. C'est impossible. Voilà. Donc on est dans ce paradoxe complet. Beaucoup de postures, beaucoup d'annonces. Effectivement, il y a 2 ans, on nous annonce un tarif petit sol. Super. On l'a même déjà appelé S23. Le 23, c'est le millésime de l'année. Vous regardez où on en est, il est déjà pas là. Il s'appellera peut-être S24. Voilà. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, beaucoup de machin. Et puis comme il faut qu'on réglemente tout ça, on ne fait rien. Il me semble que les arrêtés tarifaires sont aussi régulièrement en retard. Non, même les évolutions trimestrielles sont toujours attendues arrivent avec 3 mois de retard. C'est ça, voilà. Mais je faisais le commentaire sur votre application qui est superbe et bravo et merci. Parce qu'on voit l'outil que l'État va inventer. Il faut des énarques ou des polytechniciens pour s'en saisir. Et puis quand on redescend dans des communes où, comme le disait monsieur, il n'y a même pas un PC. Moi, dans ma commune, la mairie n'a pas de PC. Mais heureusement pour nous, dans toutes les communes, il y a d'abord des citoyens qui se lèvent pour être élus. Et il faut les féliciter et les remercier. Parce que c'est pas évident d'assumer une charte d'élu, quel que soit le poste. Il n'y a pas que des maires, hein, monsieur le maire. Hein, mais vous avez un conseil municipal, vous avez des gens qui disent « je vais donner un peu de mon temps pour la collectivité ». Et donc dans ces gens-là, en général, il y en a un qui a un PC à la maison et puis qui va le faire. Donc il faut que ça marche chez lui. Non mais c'est exactement ça. Et non pas se connecter à un système étatique où il faudrait une interface, une liaison, je ne sais pas quoi, parce que ça n'existe pas partout. Donc ça, c'est la vraie vie. Et ensuite, ce que je disais, je te le disais en aparté, vous n'utilisez que des données que de 2021, quand on est sur une industrie qui a une croissance de plus de 30% par an. Que veulent dire les chiffres de 2021 pour faire le portrait robot de la commune ? Et pourquoi ? Juste parce que même notre système français, on est infoutu de collecter des données. L'État devrait au moins pouvoir faire ça. Quand il s'agit de prendre des impôts, ils savent compter. Hein, et en temps réel, et à la source. Et puis quand il s'agit de connaître, par exemple, si on est en phase d'accélération, est-ce que vous avez déjà accéléré dans une voiture ? Et vous le faites sans tableau de bord et sans compte tour. Les yeux fermés, on verra bien. Voilà. Daniel Oustrin, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je trouve que c'est assez symptomatique ce qui est évoqué là sur le ciblage de 250 kg qui sont nécessaires, comme des projets qui seraient plus gros. Et je crois qu'on a 3 niveaux à réfléchir. Le premier niveau, c'est celui que nous offre la ZAER là, actuellement, enfin la zone d'accélération, où on demande à des élus de dire qu'est-ce que vous voulez comme énergie. Ah ben moi je voudrais un peu de ça, ou je vais faire ça. Ah ça j'en veux pas. Donc on va faire des choix. Je veux des petits projets parce que moi j'aime bien les petits projets. Moi je veux un gros projet. Et on a une vision qui s'arrête à la technologie et un espace éventuellement avec une vision. Le deuxième niveau, et qui serait intéressant, et qui est porté par certaines communes comme la vôtre, au niveau des territoires énergie positive, on a une réflexion un peu plus large d'un mix énergétique. C'est-à-dire
de quoi on a besoin sur le territoire et plus largement comment ça va se relier avec les autres territoires pour effectivement avoir un mix énergétique réel et comment on travaille effectivement au-delà de la production sur l'efficacité, la sobriété énergétique. C'est ce qui est recherché finalement sur un territoire. Mais on reste centré sur une partie transition énergétique, mais au moins on a déjà une réflexion un peu plus globale. Et après, il y a le troisième niveau vers lequel il faudrait tendre, et là ça devient plus rare. On a quelques communautés de communes avec qui on travaille, où là vraiment c'est intéressant de le faire comme ça, ou des communes, où on a à la fois cette réflexion sur la transition énergétique, mais qui vient s'inscrire dans un véritable projet de territoire, avec des axes de développement local, où on se dit, ok, on a besoin de produire, ça va avoir des impacts. Et oui, on travaille nous sur des projets, des petits, mais comme des gros. On va sur des petites toitures, comme sur des gros projets à 50 mégas, sur des terrains publics ou terrains privés. Mais quand on fait ça, les collectivités qui portent ce genre de projet avec nous se disent oui, ça va avoir un impact, c'est un projet industriel. Mais de quelle manière ce projet-là va être un levier pour mener tout ce qu'on doit mettre en œuvre en termes de résilience sur un territoire. Et si on le réfléchit comme ça, qu'on travaille sur la mobilité, sur le circuit court, si on travaille sur les questions de préservation, de valorisation du patrimoine, ou des actions en faveur de la biodiversité, parce que mine de rien, on parle changement climatique, mais la grosse problématique, c'est la perte de la biodiversité. Si on arrive à lier les deux, demain, là, on aura de l'acceptabilité. On ne va pas faire accepter aux gens. Le but, c'est que dans nos territoires, on arrive à avoir un avenir viable. Et là, je pense que pour le moment, la ZAER, on n'y est pas. Julie, vous voulez apporter quelque chose? Juste quelques compléments. Alors peut-être pour répondre aussi sur cet aspect qui est important, hein, sur effectivement l'absence de matériel informatique qui peut s'avérer dans certaines communes rurales. Je rappelle quand même que ce type de démarche, comme le réseau des générateurs, c'est aussi là pour finalement pallier à cette situation. Ce sont des conseillers qui sont au plus proches, qui se déplacent sur le terrain, qui vont aux réunions publiques, donc effectivement, et qui ont, eux, du matériel informatique pour mettre à disposition des communes et qui sont aussi là je le mets dans le petit encadré en jaune, ils ont effectivement des missions qui sont données par la DGEC sur les zones d'accélération et ce sont des missions effectivement pour déjà sensibiliser aux enjeux de la planification et aussi pour être le relais d'outils comme le portail, comme l'outil d'amorce. Donc ça, ce serait effectivement l'idée. Donc, et venir du coup aider l'élu à établir ces zones d'accélération. Et le deuxième point que je voulais ajouter, c'est que nous, c'est ce qu'on rappelle aussi, il ne faut pas oublier l'échelle de l'intercommunalité. Et nous, ce qu'on encourage, c'est que les communes s'appuient aussi sur cette échelle-là, qui effectivement ont davantage de ressources techniques. Donc voilà, ça c'est les deux points et c'est ce qui manque un peu dans la loi, c'est ce qu'on met en évidence aussi. Oui. Merci, donc il nous reste peu de temps, donc il reste deux questions courtes s'il vous plaît pour qu'on puisse... J'ai moi-même encore deux questions, donc monsieur d'abord et ensuite on avait une autre question de l'autre côté de la salle. Bonjour. On vous entend monsieur, on vous entend. Merci. Bonjour, donc merci à tous nos conférenciers. Je pense qu'on partage tous ce souci de trouver un équilibre ou bien un compromis entre les contraintes existantes et les solutions possibles pour les énergies renouvelables. Je profite de la présence de monsieur le maire. Je suis passionné d'aviation, tout comme passionné des énergies renouvelables. Et vous savez qu'en France, on a le plus grand nombre d'aérodromes en Europe. Et un bon nombre de ces aérodromes est abandonné. Et ceci représente un fardeau pour le budget d'État parce que ça fait partie et ça appartient au domaine public. Et vous savez que l'aérodrome ou bien la piste est faite selon une étude du vent dominant. Donc pourquoi pas penser au niveau des communes, si vous avez des aérodromes qui sont abandonnés, à les reconvertir en sites de production éolienne. Le terrain, ça appartient à l'État. Vous n'allez pas trouver de résistance de la part de la population parce qu'ils sont déjà habitués à avoir une sorte de je ne sais pas quoi, d'un aérodrome ou de tour de contrôle, de hangar. Donc mieux vaut, dans une optique innovante, de les reconvertir parce qu'ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts en termes, disons, géologiques ou bien géographiques à être transformés de sites de production d'énergie renouvelable éolienne. Donc, c'est à vous de voir ça, de réfléchir dans un avenir, disons, proche ou à moyen terme. Merci. Merci pour votre question. Monsieur Ponce? Oui, il y a de nombreuses communes et il y a la petite ville de Lézignan qui a déjà travaillé là-dessus.
au-delà des aérodromes, c'est toutes les zones abandonnées, hein. La loi APER offre sur le littoral, par exemple, beaucoup de zones qui sont à l'abandon. Elle a assoupli sur la loi montagne et la loi littoral beaucoup de contraintes de façon à pouvoir réutiliser tous ces délaissés, etc. Dans le milieu rural, on a beaucoup d'anciennes décharges, d'anciennes carrières qui sont largement utilisées, hein, ce qui correspond à ce que vous disiez tout à l'heure sur les petits parcs, hein. Donc la réutilisation est même encouragée, hein, dans la loi avant d'utiliser des terrains naturels ou encore plus des terrains agricoles. Merci. En tenant compte de l'intérêt écologique de ces lieux, parce que si vous prenez une carrière ou une ancienne décharge qui a 20 ans, vous y allez, je peux vous amener sur des sites, on va aller chercher du lézard ocellé dessus, on va aller chercher certaines espèces qui sont très rares, et du coup, on ne peut pas faire des projets sur ces sites-là. Donc, c'est pas parce que c'est un site dégradé que ce n'est pas un site riche sur le plan écologique. Merci de cette précision. On avait encore une question de monsieur au fond. Oui, juste pour aller sur les zones dégradées, je suis dans une coopérative citoyenne pour répondre à un AMI de la communauté des communes sur 80 toitures pour produire de l'énergie sur des zones déjà anthropisées, qui est les toitures communales, publiques, etc. Et donc on est pour le moment avec une cinquantaine de sociétaires et on espère pouvoir répondre à cet AMI, mais c'est vraiment très difficile. On est une dizaine avec des compétences très variées, mais malgré tout c'est très difficile de répondre à un tel enjeu. Il y a une ERCOP qui nous suit. Quelle est votre question? Pardon de vous presser, mais on n'a plus beaucoup de temps. Justement, c'est la petite production. C'est stimuler la petite production par un apport technique, etc., administratif. C'est ça l'enjeu. C'est tout de suite, il faut des gros parcs au sol, etc. Donc voilà. La question, c'est comment on va faire. Donc oui, on revient sur la question des petits projets, comment est-ce qu'on les soutient, en plus les projets citoyens, est-ce qu'ils sont généralement plutôt bien vus par les communes et aussi par les autorités qui instruisent les projets. Quelqu'un veut qu'on réagisse à la remarque ou à la question de monsieur? Juste peut-être, mais monsieur parlera mieux que moi, mais vous avez la région Occitanie, si votre projet est en Occitanie, la région Occitanie soutient ce genre de projet. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on fait un projet citoyen qu'on doit être que 100% citoyen, parce que derrière, vous allez quand même chercher des banques, vous allez quand même chercher des compétences. Donc rapprochez-vous peut-être aussi de développeurs privés, comme vous l'avez fait à la Société du Midi, je crois. Et c'est encore une fois ces synergies qu'il faut chercher, parce que tout seul, on n'avance pas, quoi. Monsieur Ponce? Oui, nous on a démarré avec un petit parc qui faisait 250 kilos et on est en train de travailler maintenant avec le parc naturel régional des Corbières qui a lancé un appel d'offres pour regrouper l'ensemble des toitures des bâtiments communaux, écoles, foyers, etc., photovoltaïques. Donc moi je crois qu'il faut totalement encourager ce genre de choses. Après effectivement on a besoin d'ingénierie, ça c'est toujours le problème, c'est-à-dire que c'est compliqué. Alors nous dans le cadre du parc, il y a eu un appel d'offres, il y a un bureau d'études qui a été sélectionné, puis il a pu monter le projet. Donc je crois qu'au niveau de votre communauté de communes, il faut arriver aussi, s'il lance cet AMI, à avoir l'encadrement technique, financier, qui permettent de mener à bien le projet. Alors, j'ai dit j'avais encore deux questions moi aussi. Je voudrais dézoomer des communes pour revenir à l'échelon national. L'État a publié sa stratégie énergie-climat il y a quelques jours, quelques semaines. Xavier Daval, je voulais avoir votre expertise, avis sur cette stratégie énergie-climat. Quelque chose m'a surpris, je sais pas, je l'ai lu en arrivant à Montpellier. J'ai cherché un chiffre qui était le chiffre 2030 de pourcentage d'énergie renouvelable dans notre mix, parce que comme vous le savez sans doute... 32% je crois. 2030, dans le texte. Hein. Il n'est pas dans le texte. Il n'est pas dans le texte. Il faut bac plus 12 pour le décoder. Je voudrais juste expliquer ma question. Il y a une directive européenne qui s'appelle Directive énergie renouvelable, RED, qui nous impose tous en Europe d'atteindre 42,5% d'énergie renouvelable dans le mix en 2030, c'est dans pas longtemps. Et donc je m'étonnais de ne pas trouver ce chiffre dans la stratégie énergie-climat, et pour qu'elle nous explique comment elle va se caler sur cet objectif. Vous ne trouverez pas le chiffre parce qu'on ne veut pas le communiquer, parce qu'on... Alors,
je ne vais pas ouvrir le débat nucléaire renouvelable, hein, mais la problématique, elle est là. On a dans l'appareil de l'État des gens qui considèrent que la France a fait le boulot du point de vue émissions CO2 et que finalement, elle peut s'affranchir de ses propres engagements européens. Julie Ferrier, une appréciation sur ce chiffre manquant dans la stratégie énergie-climat? Oui, effectivement, il est manquant, mais pour dire que nous, côté territoire, on a fait un scénario justement de la programmation pluriannuelle des territoires qui a été réalisé par différentes associations. Je vais zapper pour vous. Alors, je vais revenir peut-être au début, je me permets, tac. Donc, qui rappelle les associations qui se sont jointes à nous pour établir ce scénario. Et effectivement, nous, on en affiche un qui est de 45%. Donc, en fait, nous, l'idée, c'est d'avoir un scénario qui est compatible avec la neutralité carbone en 2050, avec un point d'étape en 2035. Et donc, ça, c'est l'idée d'avoir effectivement, comme on est en pleine élaboration, enfin, on l'espère, prochainement, élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'idée, c'était aussi d'avoir la vision territoire. Et effectivement, sur cette stratégie qui a été, cette feuille de route qui a été dernièrement publiée par le ministère, on a deux sujets qui se distinguent quand même. On a sur la partie consommation, donc le ministère semble aller plutôt sur les pompes à chaleur, et nous on est vraiment davantage sur la sobriété. C'est déjà le point clé, c'est le point de départ qu'il faut avoir en tête. Et pourtant l'État a claironné qu'il fallait être plus sobre depuis 2022. Oui, mais on a clairement un angle de point de vue qui diffère là-dessus, sur notamment cette notion de pompe à chaleur, sans avoir une réflexion déjà de rénover l'enveloppe finalement du bâtiment. Et le deuxième sujet, c'est sur la production. C'est vrai que là, on a plutôt une tendance à aller sur du PV au sol, des grands parcs, etc. Un peu un statu quo sur l'éolien terrestre quand même, et plutôt l'éolien en mer qui est développé de façon très croissante. Côté scénario PP des territoires, on est plus sur la logique du développement diffus. Donc c'est aussi pour répondre un peu aux questions sur les petits projets. Ça, c'est quelque chose qui est soutenu par ce scénario-là, un développement diffus qui fait appel à la gouvernance partagée. On est bien conscient qu'il y a certains territoires qui ne sont pas au même stade de réflexion, mais malgré tout, c'est vraiment une démarche qu'on encourage. Et du coup, avec aussi de garder en tête ce développement de l'éolien terrestre, qui est quand même encore possible, et un développement d'éolien en mer un peu plus doux. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des bons chiffres à la fin, mais de le faire de manière cohérente et de façon vertueuse, avec des bonnes pratiques, quoi. Et puis surtout, quand on parle d'énergie renouvelable chez Amorce, on parle aussi beaucoup de chaleur renouvelable et aussi peut-être de transport, mais le 42%, pardon, c'est pas l'électricité, c'est l'ensemble des énergies renouvelables, c'est extrêmement ambitieux. Je voudrais juste une petite précision sur les énergies électriques, parce que je soutiens alors à 100% la logique qu'il faut aller vers la sobriété. Et aujourd'hui, on est en train de se réjouir parce qu'on consomme moins. La consommation d'électricité a baissé de 9%. Mais ce 9%, ce n'est pas de la sobriété. C'est une catastrophe industrielle. C'est que le coût de l'énergie a mis en faillite un paquet de boîtes. Et qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il faut aussi que notre économie fonctionne. Donc c'est pas juste tirer des courbes Excel en disant c'est bon, les chiffres ils marchent. Il y a une réalité opérationnelle des territoires derrière. Il y a des boîtes qui vivent ou qui meurent. Et ça c'est grave. Et sur le fond, est-ce que vous êtes raccord au CER avec les objectifs de la PPE ? En tout cas, mais pour les filières que vous êtes, vous êtes aussi chaleur et électricité renouvelable au CER, donc. Oui, bien sûr, bien sûr. All in all, en fait, on a, nous, depuis très longtemps, poussé sur la chaleur renouvelable, finalement, qui était mal vue, parce qu'on parlait que de renouvelable électrique, alors que ce n'est pas du tout la seule source. Il y a énormément de choses à faire, et on est plutôt optimiste de ce point de vue-là, parce qu'on a l'impression, et on a vu à la fois la stratégie de RTE, la planification des RTE, et puis finalement la planification de l'État qui commence à s'aligner, où ça y est, on commence à réfléchir ou à lever les yeux au bon niveau d'horizon. La querelle des chiffres sur des perspectives 2030-2050, elle est toujours très très compliquée, mais nous sommes convaincus qu'effectivement, il ne faut pas lâcher l'affaire et que les énergies renouvelables, au sens très large, ont toute leur place à jouer. Il ne doit pas y avoir de concurrence, ni entre l'éolien, le solaire, la chaleur. Il va falloir y aller au maximum et que toutes les sources d'énergie, et plus près on sera
de l'énergie primaire pour faire du chaud, c'est parfois complètement idiot de le chauffer avec de l'électrique. Alors quand on a des sources d'énergie chaude, travaillons-les, etc. Donc tous les sujets, et on aura besoin de tout le monde. Voilà. Ça c'est quelque chose, vous avez complété Julie Firet, mais la chaleur, c'est vrai quand on parle d'énergie en France, ça m'a toujours surpris, on ne pense qu'électricité. On ne se rend pas compte qu'on consomme du gaz, qu'on consomme encore du bois, c'est une énergie renouvelable, mais enfin parfois elle est mal utilisée, qu'on consomme encore du fuel. Donc tout cela, le nucléaire ne pourra pas tout faire. On a besoin aussi des énergies renouvelables chaleur. Tout à fait. Là, c'est aussi un acte de différenciation, c'est que l'État est plutôt sur une électrification tous azimuts. Alors que nous, effectivement, on prône le fait qu'il y a des postes, typiquement le chauffage, la chaleur renouvelable a toute sa place. Donc ça, c'est vraiment un point à mettre en avant. Et d'ailleurs, sur ce sujet, donc, qui dit aussi production de chauffage, dit distribution, donc mise en place de réseaux de chaleur. Et ça, c'est aussi un point sur lequel on sensibilise nos adhérents, mais pas que, puisqu'on mène effectivement des actions. Nous, on considère, dans le scénario, c'est indiqué qu'en fait, toute commune de plus de 5000 habitants doit pouvoir avoir un réseau de chaleur mis en place sur son territoire. François Versini-Campinchy, l'État français a raté ses objectifs 2020 pour les énergies renouvelables. Il y avait en principe une amende à payer à Bruxelles. 500 millions, oui. 500 millions. Le chiffre circule. La France dit non, on n'a pas besoin de payer ça parce qu'on est bon au niveau du CO2. Comment vous appréciez cette position de la France qui se donne des objectifs renouvelables, qui les adapte pas, puis après que ça soit dessus là quand même, 42,5%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à peu près à 20% d'énergie renouvelable, toute énergie renouvelable confondue en France. Ça veut dire qu'il faut quand même doubler en 7 ans, c'est énorme au niveau européen. Il y a des pays qui sont plutôt bien partis, mais la France ne me donne pas l'impression de vouloir donner cet élan-là. Et si on rate l'objectif de 2030, qu'est-ce qui se passe? On va encore avoir une amende qu'on va refuser de payer? Ça partira dans des contentieux sans fin avec la Cour de justice de l'Union sur une éventuelle argumentation française de non-respect. On se souvient quand même sur le même thème que quand ils ont classé l'éolien ICPE, ils avaient fait le plan national d'action, puisque tous les ans les pays font des plans nationaux d'action pour expliquer qu'ils vont respecter, et l'argument du classement ICPE était: nous allons aider l'éolien à percer. On avait divisé les chiffres de production les 3 années suivantes, plus les problèmes tarifaires, on avait tout divisé par 3. Il y a une énorme différence entre le discours d'objectif et la réalisation. Enfin, c'est la main gauche et la main droite. Je prends à droite ce que j'enlève à gauche. Sur le paiement, ça finira probablement par être payé dans X temps, après recours, dans le silence total. C'est que là, aujourd'hui, effectivement, le pouvoir politique monte au créneau pour dire non, mais nous, en fait, on est vertueux sur un certain nombre d'aspects. Et on ne paiera pas. Et on ne paiera pas. Et on a à s'affranchir parce qu'on a fait l'effort, effectivement, sur la décarbonation et le nucléaire. Et donc, on n'a pas à supporter les mêmes. Cet effort n'est pas nouveau. Il était déjà fait avant l'adoption de la directive. Non, mais attends, je te coupe, mais ce qui me fait halluciner, cet objectif que nous n'avons pas atteint, on ne nous l'a pas imposé. C'est la France qui, en 2009, a dit: nous, on va faire ça. Et devant tous les pays européens, on fera ça. Et on ne l'a pas fait. C'est ça qu'on a raté. C'est notre propre objectif. Ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, qu'on nous aurait imposé, et donc pour lequel on n'aurait aucune justification de payer. C'est un argument qu'on a dit. On partait déjà, on était le pays avec le plus d'hydro quasiment d'Europe. C'est-à-dire qu'en termes d'ENR, on avait déjà 12%, et on avait dit qu'on ferait 21 ou 22. Non, c'était plus que ça pour l'électrique. Je crois qu'on était parti sur du 33%, non? Non, l'objectif qu'on a raté, c'était... En 2020. Alors, on a raté en 2020 un objectif 2018 ou 2015. On a constaté en 2020 le loupé d'un objectif qui était prévu. Je crois que c'était 27%. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, 22%. On avait dit 22%. Et je crois qu'au départ, on partait de 15 ou un truc comme ça. Donc en fait, par rapport à d'autres pays, la marche d'escalier qu'on avait à faire n'était pas la plus grosse et on ne l'a même pas fait. C'est tout. Donc après, encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Oui. Daniel Lustra. Oui. Encore une fois, c'est un objectif qui s'est fixé et c'est facile. C'est bon ? On vous entend. C'est facile pour les détracteurs de se dire oui, pourquoi on s'est fixé cet objectif ? Je m'entends plus, moi. C'est bon. Donc effectivement, un objectif qu'on se fixe nous-mêmes, c'est quelque chose d'abstrait. Sur le terrain, la question c'est pourquoi on atteindrait 42, 50, 60 ? En quoi on en a besoin ? Ce qui est important pour moi, je pense, c'est ce que vous dites, Xavier, on risque effectivement une crise économique si on n'a pas l'énergie
au tarif qui correspond. Et cette crise économique, à la limite, qui peut être souhaitée par certains pour décroître, c'est pas ça qu'il faut viser, c'est qu'il faut comprendre les inégalités sociales que ça peut engendrer. Si on passe que par des petits projets avec des tarifs qui sont élevés en termes de revente, parce que les installations nécessitent effectivement un coût supérieur, on se retrouve avec un coût d'électricité qui va être plus conséquent. Derrière, vous aurez des boîtes qui vont couler, vous avez des gens qui ne vont pas pouvoir se chauffer, vous avez des difficultés pour vivre. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que pourquoi on veut de la transition énergétique, quel va être l'impact social, l'impact environnemental. Si on ne se pose pas ces questions-là, on passe à côté du truc. Jean-Claude Ponce, comment vous appréciez cet esprit mauvais joueur de la France sur les énergies renouvelables ? Quand on s'est emparé de cette question à l'Association des maires ruraux de France, on a lancé ce qu'on a appelé le grand atelier. C'est-à-dire on a réuni une centaine de maires venus de un peu tous les horizons et on s'est réunis à Paris parce que c'est le centre, et on a essayé de réfléchir à cet objet étrange qu'est la transition écologique. Objet étrange pour la plupart de nos concitoyens, urbains ou ruraux. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies quotidiennes? Où est le récit qui sous-tend toutes ces démarches que la loi, sur un petit aspect, est en train de prendre en charge, si vous voulez? Et moi, je pense que on a vraiment... il nous manque une dimension anthropologique avec des outils sociologiques pour vraiment faire tout ce travail de sensibilisation de nos populations. Et tant qu'on a des débats sur les pourcentages et les trucs, on n'y arrivera pas. Hein. On a besoin d'avoir un récit qui soit mobilisateur, qui soit cohérent, une politique qui soit à l'avenant, et là, effectivement, on pourra mobiliser nos populations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais me faire intervenant, mais peu importe. La question du pourcentage n'est pas anodine quand on voit la dépendance qu'on avait au gaz russe, l'impact que ça a eu sur le coût du gaz pour tous ceux qui se chauffent avec le gaz. Donc c'est une question d'indépendance énergétique, c'est 42,5%. Certains voulaient aller plus loin, 45%. Une indépendance énergétique par rapport au pétrole, par rapport au gaz. Donc c'est ça dont il est question. Et sur les territoires, j'imagine que ce genre d'argument peut être entendu. Quand on a démarré le travail de production, puisque nous on a deux parcs photovoltaïques et un petit, on a commencé par un travail de diagnostic énergétique. On a regardé où passait l'énergie dans notre commune. On s'est rendu compte, par exemple, que les salles de classe, elles étaient chauffées toute l'année, parce qu'il n'y avait même pas un interrupteur pour pouvoir interrompre le chauffage électrique. Quand j'ai demandé aux institutrices comment elles faisaient quand il faisait trop chaud, elles me disaient on ouvrait les fenêtres. Voilà. Donc on a fait d'abord ce travail, et on a réfléchi autour de ce travail, et on a mené une réflexion. On a fait dans notre village des sorties avec des caméras thermiques, pour que les gens se rendent compte un petit peu qu'ils chauffaient dehors. C'était très intéressant. Il y a eu même un débat entre les habitants autour de tout ça. Si vous voulez, voilà. Et moi, je crois qu'on a besoin de revenir, d'ancrer cette mutation, ce changement de paradigme. Hein. C'est pas assez dit dans nos populations et par nos politiques, si vous voulez, ce vers quoi on va et ce vers quoi ça va nous obliger à aller. Hein. C'est pas assez dit. Donc nos populations ont du mal à ça. Et vraiment, moi, s'il y a quelque chose qui est à dire dans ce genre de réunion, c'est qu'on a besoin d'outils presque anthropologiques pour essayer de reposer le débat de la transition écologique au sens large, hein, énergétique en particulier, mais écologique au sens large, pour pouvoir la faire vivre et la partager avec nos populations. Je souscris. Non, je veux dire, Jean-Claude, monsieur le maire, bravo. Ça, c'est un élu. En fait, il faut redonner du sens. Nous, on est trop des techniciens et on est un pays de techniciens et de technocrates. Alors, on fait des papiers, on fait des règles, on fait des machins, on fait des zones, on fait des trucs. Tout ça, c'est de l'abstrait. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est pourquoi on fait. Et pourquoi on le fait ensemble. Et refaisons société. Et regardons dans une direction. Et emmenons toute une jeune génération qui arrive. Et nous, parce qu'on est plus intelligents que le reste du monde, nous aurions des doctrines avec des technologies, etc., qui seraient uniques au monde et que le monde nous envierait. Non. On a un vrai problème d'une relation entre l'être humain et l'énergie. On est devenu énergivore de plus en plus.
On n'a sans doute pas envie de revenir à l'âge des cavernes, ça veut dire qu'il faut se repenser collectivement comment on gère cette énergie, comment est-ce qu'on la maîtrise, comment est-ce qu'on commence à la regarder pour qu'elle soit partie prenante de nos sociétés, et comment c'est un système qui intéresse tout le monde et qui emmène tout le monde. Et emmener tout le monde, c'est comme vous le dites, c'est avant tout de l'anthropologie, c'est de voir comment est-ce qu'on donne du sens à tout ça. Merci François, vous allez avoir le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de la table ronde. Pour incarner, j'ai entendu pas mal de fois l'année dernière, certains regrettaient qu'il n'y ait pas eu des coupures en plein pic de la crise énergétique. C'est malheureux de se dire que finalement ce qui aurait incarné, les gens prennent conscience. Dans les pays où vous avez 4 heures de coupure par jour, vous avez conscience du fait que le parc solaire que vous allez installer ou le parc éolien, il a un sens immédiat. Chez nous évidemment, on a un système plutôt efficace. Électrique, et il est malheureux qu'il en faille venir à espérer qu'il y ait eu 1 ou 2 coupures l'hiver dernier pour que les gens touchent du doigt la crise énergétique, malheureusement. Oui. Merci beaucoup, on peut applaudir nos intervenants. Donc écoutez, on verra bien si l'accélération se produit ou pas. On sera là en tout cas l'année prochaine pour évaluer où on en est et les années suivantes. Merci à tous, à bientôt.